Bienvenue dans Voix de comptable, le podcast qui t'aide à trouver ta voie. Je suis Julie Lagneau, experte comptable mémorialiste en quête de sens et j'accompagne les étudiants de la filière expertise comptable à prendre leur envol. Je parcours la France à la recherche d'anciens étudiants en comptabilité et nous retraçons ensemble leurs doutes, leurs échecs, leurs expériences et bien sûr leurs réussites. Aujourd'hui, ils sont experts comptables, commissaires aux comptes, DAF ou encore contrôleurs de gestion, parfois même professeurs ou entrepreneurs. À travers ces parcours inspirants, j'espère te montrer que non, en compta, il n'y a pas qu'une seule voie. Bonne écoute! Et oui, c'est encore moi. Juste un petit mot pour t'annoncer la grande nouvelle. J'ai écrit un livre aux éditions Vuibert qui s'appelle Réussir l'expertise comptable et qui condense mes 6 années d'expérience en tant qu'étudiante et jeune professionnelle du chiffre. Les 200 pages sont réparties en 3 grands thèmes qui sont l'état d'esprit pour se dépasser personnellement et professionnellement, les révisions pour décrocher ses diplômes et enfin la vie professionnelle pour trouver la voie qui te correspond. Il est déjà disponible en librairie, sur la Fnac, sur Amazon, en format physique ou digital, donc si ça t'intéresse, je te mets le lien dans la description de l'épisode. Et maintenant, je te laisse en très bonne compagnie avec l'invité du jour. Bonjour Tiffany. Bonjour. Je suis super contente d'être avec toi aujourd'hui pour placer un peu le contexte. On est à Granville. Alors Tiffany, tu n'es pas expert comptable, tu n'as pas fait d'études d'expert comptable. Est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es et ce que tu fais ? Alors moi c'est Tiffany, je suis conseillère recrutement et RH du coup spécialisée dans le secteur de l'expertise comptable au sein du label Copilote depuis juillet 2022. Donc je ne fais absolument pas de comptabilité mais je côtoie des experts comptables et des comptables tout au long de la journée. Et t'as toujours été conseillère en recrutement ou ? Alors du coup, j'ai fait une reconversion en intégrant le label Copilote en alternance et j'étais dans le secteur du prêt-à-porter masculin pendant 10 ans auparavant et j'ai eu une perte de sens sur ce secteur et c'est là que j'ai décidé de me reconvertir dans les ressources humaines. Super intéressant. Et est-ce que tu peux nous dire alors ce que c'est le label Copilote, même si je pense que certains auditeurs en ont peut-être un peu entendu parler parce que c'est un de mes sponsors du podcast. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ? Alors du coup, le label Copilote, on est une alliance de cabinets d'expertise comptable indépendants situés un peu partout dans toute la France. Et le but du label, c'est vraiment de mutualiser les bonnes pratiques faites au sein des cabinets, d'accompagner certains cabinets sur tout ce qui est marketing, communication, ressources humaines, recrutement, et de faire des journées de formation, des journées de bonnes pratiques, des journées de partage entre experts comptables et collaborateurs comptables. Et justement, toi qui viens un peu d'arriver dans ce secteur du recrutement et en plus un peu spécialisé dans l'expertise comptable, c'est quoi un peu tes premières impressions par rapport à ce secteur ? Je sais pas, est-ce qu'il y a des tendances qui se dégagent ? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça ? Alors du coup, le secteur de l'expertise comptable, comme beaucoup de secteurs maintenant, on connaît une grosse pénurie de candidats et de talents parce que notamment, je pense, depuis le Covid, les besoins des collaborateurs ont changé. Il y a des grosses questions sur les envies des uns, des autres et du coup, il y a beaucoup d'interrogations et ça suscite une pénurie de candidats et il y a un manque d'attractivité dans le secteur de l'expertise comptable notamment. Du coup, justement, aujourd'hui, je crois que tu as des petits conseils à donner aux candidats qui nous écoutent pour trouver le cabinet qui leur correspond. Alors, est-ce que tu peux commencer peut-être ton premier conseil ? Qu'est-ce que ça serait ? Tout à fait. Alors du coup, le recrutement, c'est vrai que ça a un peu changé, je trouve, ces derniers temps. C'est vraiment les candidats qui ont le pouvoir, entre guillemets, par rapport au cabinet, parce que vu que c'est pénurique, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'offres, il y a beaucoup de demandes. Maintenant, il faut pas se jeter sur le premier cabinet qui nous accepte. Je pense que c'est important, du coup, de profiter de ce pouvoir pour bien choisir le cabinet dans lequel on va s'épanouir et de faire des choix et de vraiment, vraiment s'intéresser à ce qu'on a besoin pour être épanoui et pour notre bien-être. Donc, je pense que le premier conseil, ce serait vraiment d'établir une liste de ce qu'on a besoin. Est-ce qu'on a besoin de flexibilité du travail ? Est-ce qu'on a besoin de télétravail ? Est-ce qu'on a besoin de telle fourchette de rémunération ? Est-ce qu'on a besoin d'un environnement ? Et de tout checker. Et comme ça, après, ça permet de pouvoir postuler vraiment au cabinet qui regroupe l'ensemble de ces éléments pour être sûr d'avoir un bien-être derrière dans ce cabinet-là.
Oui, ça peut être au niveau des missions aussi, je pense. Tout à fait. C'est pour ça que c'est bien aussi de faire plusieurs cabinets et pourquoi pas, je pense, tu parlais de checklist, de faire peut-être une partie où c'est genre obligatoire, tu vois, ça, s'il y a pas, c'est mort. Et après de faire en mode, si c'est des bonus, c'est toujours mieux s'il y a tel ou tel truc. Enfin, entre guillemets, je suis pas fermée, même si j'aimerais bien peut-être hiérarchiser un peu les attentes. Et du coup, un deuxième conseil alors? Mais c'est vrai que pour rebondir par rapport à ce que tu viens de dire, même sur les missions, c'est important aussi de savoir un peu si on a besoin d'autonomie, si on a besoin d'évoluer au sein de ce cabinet, qu'est-ce qu'on a besoin en termes de formation. Et comme ça permet de lister vraiment l'ensemble de nos besoins et de pouvoir les valider lors des entretiens d'embauche, de pouvoir dire est-ce que vous proposez telle ou telle chose, quelles sont vraiment les missions liées à ce poste, parce que moi je faisais ça dans le passé, j'ai vraiment envie de le garder ou autre. Et ça, je pense que c'est vraiment un critère important pour être sûr de faire le bon choix. Ouais, et puis ça peut être un peu compliqué, je pense, quand tu sors d'études et que tu sais pas du tout aussi quelles sont les missions possibles, quelles sont les évolutions possibles. Et donc justement, c'est un peu aussi l'idée du podcast de montrer plein de parcours. Donc si vous voulez vous inspirer et savoir ce qu'il est possible de faire, je vous invite à écouter les autres épisodes si c'est pas encore fait. C'est vrai qu'à chaque fois, on voit bien dans le podcast Voix de comptable qu'il y a des milliers de façons possibles avec le diplôme de expertise comptable. Il y a plein de voies différentes, ou pas d'ailleurs, oui. La preuve. Et du coup, le deuxième conseil que je pourrais recommander, c'est de checker la marque employeur et l'avis des collaborateurs. Après, faut se méfier quand même, donc toujours vérifier en amont avant de passer l'entretien d'embauche ou avant de postuler, bien regarder si le cabinet est présent sur les réseaux sociaux, voir si les avis des collaborateurs se manifestent, etc. Voir, essayer de vraiment avoir un maximum d'informations sur le cabinet en amont. Après, la marque employeur, faut se méfier quand même parce que parfois on a tendance à trop mettre sur les réseaux sociaux et finalement la réalité n'est pas la même, donc on risque d'être désillusionné une fois arrivé en poste. Et là, je pense que ça peut être le pire, parce que si on multiplie les expériences comme ça, on peut s'interroger sur le secteur, on peut avoir tendance à vouloir se reconvertir, alors que parfois il suffit juste de changer de cabinet ou de poste, quoi. Moi, j'avais eu des candidats qui s'interrogeaient vraiment sur le métier de l'expertise comptable en général, et lorsqu'ils m'expliquaient les missions, les choses qu'ils avaient actuellement dans leur poste, je me disais non, c'est pas forcément le cas dans tous les cabinets, et du coup, pourquoi pas changer, les accompagner justement dans ce changement de cabinet, voir ce qui leur correspond réellement, et parfois ça peut faire toute la différence. Et du coup, tu dis d'aller regarder, par exemple, sur les réseaux sociaux ou sur le site internet, et du coup, il faut savoir qu'il y a encore des cabinets des fois qui n'ont pas de site internet, par exemple, et c'est vrai que nous, en tout cas pour ma génération, si tu tapes le nom d'un cabinet et que tu le vois pas sur internet, en fait, tu te dis mais est-ce qu'il existe ou pas, alors que sûrement qu'il existe, mais c'est pour dire à quel point c'est important, et même comme tu disais, que ce soit au niveau du site internet ou des réseaux sociaux, d'avoir une communication qui est assez moderne, etc. Parce que des fois, donc le cabinet a un site, et quand tu vas sur le site, tu fais ah ouais, en fait justement tu te dis ah ouais, j'ai pas envie d'aller postuler là-bas, alors que ça se trouve en interne, genre c'est beaucoup mieux que d'autres cabinets qui ont un beau site, etc. Mais en fait, avec l'image que ça renvoie, des fois t'as pas envie de postuler parce que tu te dis, ce qui se reflète sur le site internet, c'est en gros que c'est pas très actuel, etc. Alors que pour autant, les pratiques à l'intérieur sont des fois même plus modernes que des cabinets qui veulent un peu redorer leur image. Et donc je pense que même si il faut le prendre en compte, mais aussi peut-être des fois aller plus loin pour aussi être curieux et voir ce que ça donne, parce que faut pas non plus que se fier à l'image que ça renvoie. Enfin, comme tu disais, que ça soit positif ou négatif, parce que des fois, on peut avoir des bonnes surprises, et comme on sait que les experts comptables, c'est pas forcément toujours des pros de la com et du marketing. Peut-être qu'ils ont dit non, on s'en fout, le site internet, c'est pas important, alors que pour nous, c'est super important. Mais du coup, de pas non plus se mettre des barrières, de se dire si ça a l'air nul, entre guillemets, sur internet, ne pas y aller, quoi. Oui, c'est ça. Je pense que, comme tu disais, parfois on regarde que le site internet, on se dit oula, si le site internet est comme ça, à mon avis, les ordinateurs, les logiciels, tout doit être à l'image du site internet. Et c'est vrai que parfois, il faut aller un peu plus loin, donc même ne pas hésiter à demander parfois l'avis des collaborateurs directement en interne, ou des choses comme ça. Et après, ça se ressent lors des entretiens, vraiment la cohésion qui règne au sein de l'équipe, ou l'ambiance, ou l'intégration qu'on va avoir, on peut directement le ressentir en entretien. Donc en effet, faut pas s'arrêter que à ça, mais ça peut parfois donner une image et une idée, en tout cas. Ouais, c'est ça. Puis n'hésitez pas, du coup, comme tu disais, à prendre contact avec
des collaborateurs actuels ou même des anciens collaborateurs. Enfin, vous pouvez retrouver sur la page entreprise du cabinet sur LinkedIn, vous pouvez retrouver les personnes qui travaillent actuellement et donc vous avez rien à perdre en fait à envoyer un message pour demander des informations, demander comment ça se passe, etc. Au pire, la personne ne vous répond pas et vous aurez rien perdu et au mieux, elle vous répond et vous avez un avis honnête et réaliste de ce qui se passe à l'intérieur. Donc, Et ça peut éviter les mauvaises expériences. À mon sens, en tout cas. Et pour un troisième conseil ? Du coup, un troisième conseil, une petite astuce, c'est de regarder notamment les cabinets labellisés, donc tout ce qui est Happy at Work, Great Place to Work, même les entreprises à mission, si ça correspond à vos valeurs. Et notamment, nous, pour le projet du Lab Recrute, tous les cabinets membres du Lab Recrute sont labellisés Happy at Work. Donc, c'est des questionnaires anonymes faits tous les ans qui donnent un score de bien-être au travail, du coup. Et je trouve que c'est vraiment le moyen de voir que le cabinet se remet en question sur ses pratiques managériales, sur le bien-être des collaborateurs, qu'il les écoute. Et du coup, ça peut être un moyen pour voir comment se passent les relations en interne, les choses comme ça. Oui, parce que c'est difficile de refléter, comme on disait, sur le site internet ou sur LinkedIn, par exemple. Je pense que c'est difficile des fois de refléter le bien-être qu'il y a en interne. Enfin, c'est pas forcément, ça s'y prête pas forcément toujours. Ou des fois, il y a des moments de convivialité et tout, et on pense pas à dire ah bah tiens, on va prendre une photo pour faire un post, tu vois. Alors que en soi, ça se passe super bien, mais faut avoir on va dire cette appétence-là que tous les cabinets n'ont pas. Et donc, du coup, c'est vrai que ce score-là, d'autant plus les réponses à l'intérieur sont anonymes, bah, ça permet un peu de refléter ce qu'il y a à l'intérieur, qui n'est pas toujours évident de mettre en avant peut-être sur les réseaux. Et donc, je pense que faudra checker. Mais en tout cas, sur la labellisation Happy at Work, pour les personnes qui seraient intéressées, elles peuvent aller sur le site et filtrer, peut-être essayer de trouver s'il y a des cabinets. On peut filtrer en fonction du domaine, en fonction du nombre de collaborateurs et on tombe sur le classement des cabinets labellisés. En ce qui concerne il y en a beaucoup ou j'ai l'impression que c'est pas très répandu encore. Non, c'est pas encore très répandu dans le domaine de l'expertise comptable. En tout cas, nous, les cabinets membres du label, c'est des cabinets entre 1 à 100 collaborateurs et on n'est pas nombreux dans le classement Happy at Work. Parce que ça doit être, je pense que c'est aussi entre guillemets un coût, même si c'est un investissement pour le cabinet parce que tu payes la certification pour potentiellement après récupérer ça. C'est des coûts de recrutement entre guillemets ou peut-être de cabinet de recrutement que tu vas pas avoir, mais c'est vrai que du coup en fonction de la taille des fois je pense que ça peut être un montant important, ce qui fait que ça freine aussi peut-être. Ouais, mais après je trouve que c'est quand même important, c'est vrai que c'est un montant important, mais ça peut permettre de réellement se remettre en question, de voir pourquoi on a un turnover important, parce qu'on a vraiment l'avis des collaborateurs sur aussi bien le management, sur le développement professionnel, sur le côté RSE. Donc ça peut mettre en avant certains aspects négatifs du cabinet qu'on n'avait pas conscience, certains points de vue des collaborateurs qu'on n'avait pas forcément conscience et pouvoir agir. Après, ça demande une remise en question. Il faut pas tout prendre à cœur, etc. Mais ça permet de pouvoir mettre des plans d'action dans le sens de s'améliorer. Et pour moi, c'est un point en tout cas positif. Et s'ils ont la labellisation d'une année sur l'autre et que le score évolue, et ça montre aussi que le cabinet a mis des choses en place, qu'il a pris en considération les avis des collaborateurs et qui sont dans l'optique de s'améliorer, quoi. Ouais, donc au final, c'est pas que un élément marketing entre guillemets pour attirer, c'est aussi, ça sert aussi pour en interne pour fidéliser, se remettre en question sur ses pratiques. Donc déjà rien que le fait de faire la démarche, d'essayer d'être labellisé, etc., ça montre déjà une certaine ouverture d'esprit et un environnement bienveillant. Tout à fait. Ouais. Et du coup, le dernier conseil, nous, c'est ce qu'on pratique au label. On fait du recrutement sans CV. Parce que maintenant, les recruteurs passent en moyenne 7 secondes sur un CV. Donc 7 secondes, moi je trouve que c'est rien du tout. C'est même pas le temps de dire bonjour. Et en fait, on regarde que l'expérience et que le diplôme. Et on met après, on range, on classe dans une bannette et on oublie le CV. Mais à côté de combien de talents on a pu passer en classant juste des CV, quoi. Les CV sont pas du tout, ça reflète pas une personnalité, une personne. Donc comme si les personnes étaient un bout de papier, entre guillemets, qu'on classe. Toi, t'as une licence, un master, t'as X années d'expérience.
Moi, la première, quand je vois mon CV, je me dis mais ça me reflète pas du tout, quoi. Donc moi, je sais que je préfère toujours, si des personnes viennent en contact avec moi, je préfère même pas regarder leur CV en amont, même pas me faire une idée en fait sur leur parcours. T'as peur d'avoir des a priori ou des... C'est ça. Parce que je pense qu'indirectement, on se met des a priori ou des choses comme ça, même où si on oriente on se dit, l'entretien. j'ai pas d'a priori. Enfin, en fait. On s'en crée indirectement, je pense, sans le vouloir, quoi. Mais on se dit, ok, donc ça, le niveau de diplôme, il est comme ça. Alors que si on découvre la personne en entretien, bah justement, ça permet de creuser, de comprendre pourquoi elle est dans ce secteur-là, quoi, tout ce qui est lié du coup à la passion, à la personnalité. Et c'est là que c'est le plus important à mon sens. Les soft skills, c'est super important, quoi. Mais typiquement, ça me fait penser à un débat, des discussions des fois qu'il y a sur les réseaux où t'as le truc de ah oui, bah ceux qui ont quitté le cabinet en période fiscale, c'est no way, genre en mode non, on prend pas ça, etc. Mais en fait, tu peux pas, en tout cas moi je vois ça comme ça, tu peux pas juste prendre un élément et dire bah en fait je vais juger de la personne sur un élément alors qu'en fait tu sais pas tout ce qu'il y a derrière. Et enfin pour le coup, moi j'ai quitté en période fiscale pas pour ces raisons-là, mais entre guillemets, tu sais pas si la personne, ça se trouve, elle a eu un décès dans sa famille, ou elle a eu, je sais pas, ou du coup elle a voulu se consacrer à l'éducation d'un de ses enfants, ou je sais pas. Enfin, des fois, en fait, tu peux pas dire genre, il s'est passé ça, donc je prendrai jamais cette personne. Si t'as pas tout le background derrière de pourquoi, de comment, etc. Je pense que c'est ça qui est intéressant, plus que. Ouais, c'est comme un peu parfois quand il y a des trous de 1, 2, 3 ans dans un CV. Quoi, c'est intéressant justement de savoir pourquoi la personne, ça se trouve, elle est partie faire le tour du monde, elle a une richesse incroyable, elle a plein de choses à nous apprendre, à nous faire découvrir, quoi. Je pense qu'il faut pas s'arrêter à quelques lignes, à quelques... C'est trop ok, ce collaborateur-là, il est resté 10 ans dans le même cabinet, c'est quelqu'un de fiable, etc. Je trouve que ça veut plus forcément rien dire. Faut creuser derrière vraiment ce qui a amené à quitter en période fiscale, comme tu disais, quoi. Pourquoi, essayer de comprendre, et du coup essayer de vraiment comprendre ce que le collaborateur il a besoin pour être épanoui, quoi. Nous, Label, le but c'est pas de trouver un candidat, de lui trouver un cabinet le plus proche de chez lui. Non, c'est si le cabinet il matche pas avec ses réels besoins, bah ça sert à rien en fait, quoi. Le but c'est que tout le monde soit gagnant-gagnant dans l'histoire, que le collaborateur se sente bien et que le cabinet soit satisfait aussi du collaborateur derrière. Et en plus, je pense que dans tous les cas, tu peux toujours interpréter un élément en positif comme en négatif. Par exemple, là, tu disais quelqu'un qui est resté 10 ans dans son cabinet, c'est quelqu'un de fiable. Mais on pourrait aussi se dire, par exemple, si c'était 10 ans au même poste, il voulait pas évoluer, ou peut-être que, tu vois, il a pas le truc forcément de se challenger, de sortir de sa zone de confort, en fait, dans tous les cas, on peut juger positivement ou négativement chaque élément, que ça soit rester longtemps ou pas longtemps, ou, du coup, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de se baser sur le CV? À mon sens, non. Après, ça, c'est mon point de vue. C'est comme pour les lettres de motivation, quoi. Pour ça se fait encore ça, les lettres de motivation? Ça se fait encore. C'est pas beaucoup lu, quoi. Moi, à mon sens, les recruteurs, s'ils passent 7 secondes sur un CV, sur la lettre de motivation, je pense que c'est encore plus réduit. Mais justement, il faut favoriser l'échange, il faut vraiment creuser, quoi, et poser des questions, pas que sur l'émission, pas que sur les hard skills, quoi. Vraiment comprendre. Moi, j'adore comprendre, notamment les personnes en reconversion. Pourquoi elles en sont arrivées à l'expertise comptable, où elles ont connu la comptabilité, quoi. C'est tout ça qui est intéressant, et on comprend mieux après vraiment la motivation, l'envie, et pour moi ça a le plus de sens. Les hard skills ça peut s'apprendre, mais les soft skills c'est inné, et si une personne est motivée, elle donnera beaucoup plus après. Tu penses pas qu'on peut apprendre les soft skills? Je sais pas si, tu vois, t'as peut-être une partie qui est entre guillemets ta personnalité et tout, mais est-ce que tu peux pas améliorer ça? Alors on peut toujours améliorer, mais pour moi une personnalité, quoi. On peut changer sur certains points de vue, sur certaines choses. Essayer de, par exemple, si on est quelqu'un de réservé et qu'on veut être un peu plus un peu plus sociable, ça on peut le travailler, mais le naturel revient toujours au galop, à mon sens. C'est contre-naturel. Je suis pas sûre que, après c'est mon point de vue, mais on peut travailler sur certains points de sa personnalité, mais de là à la changer du tout au tout. Et après, il y a jamais, par exemple, tu disais le fait d'être réservé, ou peut-être on va dire d'être introverti ou d'être extraverti, en fait c'est pas positif ou négatif, chacun est différent, et après il faut juste essayer de trouver un métier ou des missions qui sont en rapport avec ça pour pas
trop en souffrir. Ouais, c'est ça. Quoi, nous, je sais que du coup, dans notre processus de recrutement, on fait passer des questionnaires de personnalité avec Assess First, et c'est toujours très intéressant parce qu'au moment du débriefing, justement, j'ai certains candidats qui m'ont dit « Ouh là là, là, je suis pas bon du tout, ça va pas par rapport à mon métier, faut que je travaille dessus. » Ben non, en fait, il y a pas à travailler sur sa personnalité, il y a pas de défaut en soi. Faut juste prendre conscience de qui on est. Et une fois qu'on en a conscience, qu'on s'assume, et nos défauts deviennent presque des qualités. Ok, je suis réservée, genre c'est comme ça. Je veux pas être sociable du jour au lendemain, mais c'est pas grave. Genre du coup, qu'est-ce que je peux en faire dans mon métier et comment je peux le transformer en plus derrière, quoi. Ne pas se mettre des freins. Souvent, on le découvre pas. Enfin, oui. Je suis introvertie. Putain. Je m'y attendais pas. Et est-ce que tu peux nous parler justement du questionnaire Assess First, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert? Alors du coup, le questionnaire Assess First, il est découpé en 3 catégories. Donc c'est 2 questionnaires donc sur la personnalité et sur les motivations, et ensuite le 3e questionnaire, c'est plus sur l'esprit logique. Du coup, les 3 combinés ensemble, ça permet vraiment d'avoir une compatibilité, notamment avec des secteurs de métier. Ça permet aussi de vraiment visualiser sa personnalité. Moi, je sais que quand je l'ai passé dans mon processus de recrutement au sein du label, il y a certains éléments que je pense, je me voilais la face dessus. Je me dis non, ça me ressemble pas. Mais si, en fait, c'est moi et c'est comme ça. Et il faut en prendre considération pour en faire un plus. Et ça permet aussi vraiment de tester la compatibilité avec le manager et le reste de l'équipe, et c'est ça qui est intéressant. Alors on ne recrute pas la personnalité, on ne juge pas une personnalité, mais c'est plus pour que chacun puisse trouver sa place. Par exemple, une équipe composée que de leaders, ça fonctionne pas, quoi. Il faut un équilibre pour que tout le monde puisse trouver son bien-être au quotidien, dans ses missions, et trouver sa place dans le cabinet, quoi. Et moi, pour l'avoir passé, ce que je trouve bien, c'est que tu as aussi la compatibilité avec les métiers, enfin de savoir. Alors, je crois qu'il y a 2 éléments. Il y a justement, en gros, ta performance. Enfin, si tu vas réussir, à bien faire ton job, et aussi le fait est-ce que tu vas t'épanouir dans ce job, qui est 2 choses différentes. Donc, je trouve qu'il est sympa. Et pourquoi on ne sera pas épanoui, et pourquoi on va pas, plus ou moins. Et du coup, il te dit aussi. Donc là, par exemple, tu peux dire expert comptable, est-ce que je vais bien performer entre guillemets dans ce métier, et est-ce que je vais m'épanouir dedans? Et il te donne aussi les métiers avec lesquels tu matches le plus, entre guillemets, avec lesquels tu as le plus haut score, donc qui a priori dans lesquels tu vas être performant et dans lesquels tu vas t'épanouir. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est ce que tu disais, avec le côté manager, où tu as en fait quel type de manager toi tu es et quel type de manager tu as besoin. Outre le fait après tu peux, si ton manager, par exemple, a passé le test, tu peux avoir justement le score de compatibilité, etc. Mais je trouve ça intéressant de se dire, si j'étais manager, ou si je le suis, je suis tel type de manager, et de quel type j'ai besoin, et potentiellement, si on est déjà manager, quel est le profil des personnes que j'ai à manager. Je trouvais ça super intéressant. Je trouve que même en outil de management, certains cabinets l'utilisent, et je trouve ça génial, en fait, parce que quand on est manager, déjà, faut bien se connaître soi-même avant d'être un bon manager, à mon sens. Mais c'est aussi important de s'adapter à la personnalité du collaborateur. C'est pas au collaborateur de s'adapter au manager, c'est l'inverse. Comprendre ce que son collaborateur a besoin pour être bien, quoi. Faut pas trop faut pas trop le brusquer, faut pas trop le stresser si c'est une personne de nature stressée en face, quoi. Vraiment, au contraire, s'il faut faut le challenger, s'il aime bien toucher à tout, lui donner plein de missions au quotidien pour pas qu'il s'ennuie. Toujours des nouveaux trucs, etc. Alors qu'il y a des personnes où tu leur donnes un nouveau truc. Ils sont pas aptes au changement, quoi. Pas aptes, ils aiment pas ça les stresse, ça les remet dans une mauvaise. Mais ce qui veut pas dire que c'est positif ou négatif. Encore une fois, c'est juste des façons d'aborder la communication aussi, je pense. Tout à fait. C'est ça qui fait la richesse aussi d'une équipe, c'est que chaque personne est différente, et chaque personne du coup ajoute son petit plus, entre guillemets. Donc pour moi, le questionnaire de personnalité, même en reconversion professionnelle, moi ça m'a énormément aidé à me conforter dans mon choix, de me rassurer aussi. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas, quoi. Ça sera avec grand plaisir qu'on passera le test et qu'on le débriefera ensemble. Et si j'ai la possibilité, je vous mettrai le lien en description pour passer le test Assess First. Écoute, merci beaucoup Tiffany. S'il y a des personnes qui sont intéressées peut-être pour échanger avec toi, qui sont candidats ou qui cherchent des cabinets, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors du coup, ce serait avec grand plaisir de vous aider dans vos recherches, même de vous donner des petits conseils, etc. C'est quelque
quelque chose que j'aime beaucoup et du coup directement sur LinkedIn, sur Tiffany, label copilote. Je mettrai le lien aussi en description. Merci beaucoup Tiffany. Félicitations, tu as été au bout de cet épisode. Aide-moi à faire connaître le podcast en choisissant parmi ces 3 options. Le plus rapide d'abord, c'est de me donner 5 étoiles sur ton appli de podcast préféré. Le second, c'est d'écrire un gentil commentaire pour m'encourager et pour faire plaisir à l'algorithme. Et bien sûr, tu peux aussi en parler autour de toi. Enfin, le top du top, ça serait forcément de faire les 3. Pour découvrir le prochain épisode, je te donne rendez-vous dimanche prochain à 10h.